C'est sans doute de cette façon que se réalise chez certains sujets l'auto-hypnose du fait que l'émotion pénètre dans la rêverie habituelle. Nous pouvons peut-être voir là l'une des causes de la présence si fréquente dans l'anamnèse hystérique des deux grands facteurs pathogènes, l'état amoureux et les soins donnés à un malade. Dans l'état amoureux qui crée une nostalgie de l'être aimé absent, le sujet est dans la lune, la réalité ambiante pour lui s'efface, puis se produit un arrêt de la pensée accompagné d'affect. Par suite de la tranquillité extérieure qu'il impose, le rôle de garde-malade exige une concentration d'esprit sur un seul objet, une attention portée sur la respiration du malade, c'est-à-dire que sont réalisées les conditions mêmes de temps de procédé d'hypnotisme. L'état crépusculaire ainsi créé se trouve envahi par des sentiments d'angoisse. Peut-être cette sorte d'état ne se distingue-t-il des véritables auto-hypnoses qu'au point de vue quantitatif et se mue-t-il parfois en ces dernières. Lorsque ce processus s'est une fois produit, l'état pseudo-hypnotique sera recréé chaque fois que les mêmes circonstances se reproduiront. Le sujet aura dès lors 3 états mentaux au lieu de 2 normaux, état de veille, sommeil et en plus état hypnoïde, semblable à ce que nous observons dans la fréquente répétition des hypnoses profondes artificiellement provoquées. Des états hypnotiques spontanés pourraient-ils, sans cette intervention de l'affect, se développer en tant que résultat de prédispositions innées? Je ne saurais en décider tout en le tenant pour fort probable. En observant combien diffère chez les bien portants et chez les malades la faculté d'être artificiellement hypnotisés, et avec quelle facilité l'hypnose agit chez certains sujets, l'on est amené à penser qu'elle pourrait bien aussi se produire spontanément chez ces derniers. Peut-être la transformation d'une rêverie en auto-hypnose implique-t-elle l'existence d'une prédisposition. Je suis donc fort loin de supposer que le mécanisme de formation que nous a fait connaître Anao joue chez tous les hystériques. Je parle d'état hypnoïde et non de l'hypnose même, parce que dans le développement de l'hystérie, ces états si importants sont très mal circonscrits. Nous ignorons si la rêverie dont j'ai dit plus haut qu'elle constituait un stade préliminaire de l'auto-hypnose n'a pas déjà exercé la même action pathogène que cette dernière, et si l'affect d'angoisse diffus ne peut également avoir le même effet. En ce qui touche la frayeur, c'est là un fait certain. En gênant le cours des pensées au moment justement où une représentation émotionnelle, le danger est très vive, la frayeur peut tout à fait être mise en parallèle avec la rêverie chargée d'affect, et comme le souvenir constamment renouvelé, rétablit sans cesse cet état d'âme, un état hypnoïde de frayeur, se produit dans lequel la conversion s'instaure ou se stabilise. C'est le stade d'incubation de l'hystérie traumatique, au sens propre de ce mot. Puisque tant d'états différents mais concordants par bien des points entrent dans la catégorie des états auto-hypnotiques, le terme d'hypnoïde, qui souligne cette ressemblance interne, s'impose et résume l'opinion de Möbius exprimée dans les phrases citées plus haut. Mais surtout, ce terme désigne l'auto-hypnose, dont le rôle important dans le développement des phénomènes hystériques tient surtout au fait qu'elle favorise la conversion et qu'elle assure aux représentations converties et à la dissociation psychique qui s'ensuit une protection contre l'usure par l'amnésie. Ainsi, quand un symptôme somatique est causé par une représentation et qu'il est sans cesse déclenché par celle-ci, on pourrait s'attendre à voir les malades intelligents et capables de s'observer eux-mêmes prendre conscience de cette connexion. L'expérience, se dira-t-on, leur fera saisir la coïncidence du phénomène somatique avec le souvenir de l'incident déterminé. Certes, ils ignorent le rapport de cause à effet, mais nous savons tous quelle idée nous font pleurer, rire ou rougir, bien que nous connaissions très mal le mécanisme nerveux de ces phénomènes idéogènes. Quelquefois, pourtant, les malades observent vraiment la connexion et en sont conscients. Une femme, par exemple, prétend que ces légers accès d'hystérie, tremblements, palpitations, émanent d'une grande émotion et qu'ils surviennent à chaque incident capable de la rappeler. Mais dans beaucoup, sinon dans la plupart des symptômes hystériques, les choses ne se passent pas ainsi. Les malades, même intelligents, ignorent que leurs symptômes découlent d'une représentation et les tiennent pour des phénomènes somatiques indépendants. Il ne pourrait en être autrement que si la théorie de l'hystérie avait déjà atteint un âge respectable. Tout
Tout nous porte ainsi à croire que les manifestations pathologiques en question sont, il est vrai, primitivement idéogènes, mais que leur répétition les a, suivant l'expression de Romberg, implantées dans le somatique, et dès lors, elles ne s'appuient plus sur un processus psychique, mais sur les modifications du système nerveux intervenues entre-temps. Elles sont devenues des symptômes autonomes et réellement somatiques. De prime abord, cette façon d'envisager les choses ne semble ni impossible ni improbable, mais je crois que ce que nos observations ont apporté de nouveau à l'étude de l'hystérie repose justement sur la preuve que dans bien des cas tout au moins cette supposition est inexacte. Nous avons vu les symptômes hystériques les plus différents et les plus persistants disparaître immédiatement et sans retour une fois que nous avions pu réveiller et mettre en pleine lumière le souvenir de l'incident motivant et ce faisant rappeler les faits concomitants. Il fallait que le malade eût réussi à décrire avec le plus de détails possible l'incident en question et à traduire verbalement son émotion. Les histoires de malades contenues dans ce volume étayent cette assertion. En retournant la phrase cessante et cause cessat effectus, nous pouvons sans doute dire, après ces observations, l'incident motivant, c'est-à-dire son souvenir, poursuit encore son action au bout de plusieurs années, non pas indirectement par l'entremise d'une chaîne de causes intermédiaires, mais directement en tant que motivation, à la manière d'une souffrance morale, dont on se souvient consciemment et qui provoque bien longtemps après qu'elle a été éprouvée une sécrétion de larmes. L'hystérique souffre surtout de réminiscence. Si ce fait est exact, si le souvenir du traumatisme psychique bien longtemps après son apparition joue encore à la manière de quelques corps étrangers, un rôle très actif si le malade n'est conscient ni de ses souvenirs ni de leur survenue, nous devons admettre que des représentations inconscientes existent et agissent encore. Dans l'analyse des phénomènes hystériques, ces représentations inconscientes ne nous apparaissent pas isolées. Reconnaissons alors avec des chercheurs français de grand mérite l'existence de graves complexes de représentation et celle de processus psychiques compliqués et lourds de conséquences. Chez certains malades, ils restent parfaitement inconscients et coexistent avec la vie psychique consciente. Constatons aussi qu'il peut se produire une dissociation de l'activité psychique qui a parfois, pour la compréhension des hystéries, compliqué une importance capitale. Qu'il me soit permis d'étudier de plus près cette difficile et obscure question. La nécessité de bien établir le sens des termes utilisés pourra peut-être dans une certaine mesure faire excuser cette analyse théorique. Représentation inconsciente et ne pouvant devenir consciente, dissociation du psychisme. Nous appelons conscientes les représentations dont nous prenons connaissance. Les humains possèdent l'étonnante faculté d'avoir conscience d'eux-mêmes. Nous sommes capables de considérer et d'observer les pensées qui surgissent en nous et se suivent, de la même manière que nous considérons et observons les objets. Cela ne se produit pas toujours car nous avons peu d'occasion de nous observer nous-mêmes. Néanmoins, c'est une faculté commune à tous les humains et chacun peut dire « j'ai pensé à telle ou telle chose ». Nous appelons conscientes les représentations que nous observons ou que nous pourrions observer comme si elles vivaient en nous. Pour peu que nous y prêtions attention, elles sont à tout moment peu nombreuses, et si à côté d'elles d'autres pensées existent, nous devons les qualifier d'inconscientes. Il semble à peine nécessaire de soutenir l'existence des représentations actuelles, mais inconscientes ou subconscientes. Ce sont là faits d'expériences journalières. Quand j'oublie de faire une visite médicale, j'éprouve un vif malaise. L'expérience m'a appris que cette impression révèle quelque oubli. Je fouille en vain ma mémoire, je ne retrouve rien jusqu'au moment où tout à coup, souvent au bout de quelques heures, le fait oublié surgit dans la conscience. Mais pendant tout ce temps, l'inquiétude ne m'avait pas quitté. C'est donc que l'idée de cette visite, tout en restant présente, n'agissait pas dans le conscient. Quelque chose à un certain matin contrariait un homme fort occupé. Sa profession l'accapare entièrement. Pendant qu'il travaille, sa pensée consciente est entièrement prise et il ne pense pas à sa contrariété. Mais toutes ses décisions vont être influencées par elle et lui arrive de dire non là où il aurait habituellement dit oui. Le souvenir continue malgré tout à agir, donc à être présent. Une grande partie de ce que nous appelons état d'âme découle de cette source de représentation qui existe et agissent au-dessous du seuil du conscient. Oui, la conduite de notre vie est entièrement, continuellement soumise à l'influence des représentations subconscientes. Il nous arrive journellement de voir dans les décadences intellectuelles, par exemple au début d'une paralysie, les inhibitions qui empêchaient généralement certaines réactions s'atténuer et disparaître.
Mais ce n'étaient pas des réflexions ou des souvenirs conscients qui avaient, quand il se portait bien, empêché le paralytique de tenir devant les femmes des propos obscènes. Il évitait instinctivement, automatiquement ces derniers, c'est-à-dire qu'il était gêné par des représentations d'abord suscitées par l'impulsion à commettre ces actions, mais qui demeuraient cependant sous le seuil du conscient. Toute activité intuitive est commandée par des représentations en grande partie subconscientes. Seules les pensées les plus claires, les plus fortes, sont saisies par la perception, tandis que la grande masse des représentations actuelles, mais plus faibles, reste inconsciente. Tout ce qu'on allègue contre l'existence et le rôle des représentations inconscientes semble la plupart du temps être dû à une querelle de mots. Il est évident que le mot représentation appartient à la terminologie de la pensée consciente, et c'est pourquoi le terme de représentation inconsciente semble contradictoire. Mais que la représentation soit au-dessus ou au-dessous du seuil de la conscience, le processus physique sous-jacent à cette représentation reste le même par son contenu et par sa forme, mais non par sa valeur quantitative. Il suffirait de créer un terme tel par exemple que substratum de représentation pour éviter toute contradiction et échapper à la critique. Rien n'empêche en principe, semble-t-il, de reconnaître que certaines représentations inconscientes puissent aussi provoquer des phénomènes pathologiques. Toutefois, d'autres difficultés se présentent lorsqu'on veut approfondir la chose. En général, quand les représentations inconscientes deviennent plus fortes, elles pénètrent eo ipso dans le conscient et ne restent inconscientes que si elles sont très peu intenses. Mais il est malaisé de concevoir comment une représentation pourrait être assez puissante pour provoquer par exemple une vive action motrice sans arriver pour autant à devenir consciente. J'ai déjà fait mention d'un point de vue qui peut-être ne devrait pas être rejeté sans réflexion. La clarté de nos pensées et leur faculté d'être observées aperceptivement, de devenir conscientes, sont conditionnées par les sentiments de plaisir ou de déplaisir qu'elles éveillent, par leur valeur affective. Quand une idée provoque immédiatement des effets somatiques, l'excitation se déverse dans la voie indiquée et de là devrait ordinairement se répandre dans le cerveau. Mais ayant des conséquences somatiques et du fait que l'excitation psychique s'est convertie en phénomène somatique, la représentation perd la clarté qui, sans cela, aurait permis de la distinguer dans l'afflux des autres associations. Elle se confond dans celle-ci. Quelqu'un, par exemple, a éprouvé au cours d'un repas une violente émotion qui n'a pas abréagi. Il essaye ensuite de manger, mais suffoque et vomit. D'après le malade, ce ne sont là que des symptômes purement somatiques. Certains vomissements hystériques persistent longtemps pour disparaître une fois que, sous hypnose, l'affect s'est reproduit, a été raconté et que le sujet y a réagi. La tentative de manger devrait certainement chaque fois avoir évoqué le souvenir et déclenché le vomissement. Mais ce souvenir, maintenant dénué d'affect, n'apparaît pas nettement dans le conscient, alors que le vomissement accapare entièrement l'attention. En conséquence, on comprend que certaines représentations, bien qu'elles déclenchent des manifestations hystériques, ne soient pas reconnues responsables de celles-ci. Toutefois, cette méconnaissance de représentation, maintenant dénuée d'affect de par leur conversion, n'empêche pas que certains autres complexes de représentation, qui ne sont rien moins que dénués d'affect, paraissent absentes du conscient. C'est ce dont on découvre bien des preuves dans nos histoires de malades. Chez ces sujets, il est de règle que les sautes d'humeur, l'irritabilité coléreuse, la tristesse précèdent l'apparition du symptôme somatique ou le suivent immédiatement pour augmenter jusqu'au moment où une révélation verbale les supprimera ou bien jusqu'à la disparition progressive de l'affect et des phénomènes somatiques. Dans le premier cas, la qualité de l'affect reste tout à fait compréhensible, même si son intensité apparaît tout à fait disproportionnée aux yeux des normaux, et même à ceux du malade, une fois la guérison acquise. Il s'agit donc de représentations assez intenses pour provoquer non seulement des phénomènes somatiques, mais pour faire également surgir les affects qui s'y rattachent, pour agir sur les associations en favorisant les pensées concomitantes, tout en restant néanmoins elles-mêmes en dehors du conscient. Il est nécessaire d'utiliser l'hypnose comme dans les observations 1 et 2 ou de s'assurer le concours actif du médecin, observations 4 et 5, et de se livrer à de pénibles investigations pour amener ces observations dans le conscient. Nous appellerons ces sortes de représentations actuelles, qui demeurent inconscientes non point parce qu'elles manquent de vivacité, mais au contraire en dépit de leur grande force, représentations incapables de devenir conscientes.
Cette définition n'est pas univoque et laisse de ce fait beaucoup à désirer, mais sans doute le manque d'autres termes plus adéquats doit-il en justifier l'emploi. L'existence de ces pensées-là ressortit à la pathologie. Chez les êtres normaux, toutes les idées capables de devenir actuelles pénètrent quand elles sont suffisamment intenses dans le conscient. Chez nos malades, nous découvrons à côté du grand complexe des représentations ne pouvant devenir conscientes, un complexe moins important de pensées capables de ressurgir dans le conscient. C'est dire que chez eux, le champ d'activité psychique de la pensée ne s'accorde pas en puissance avec celui du conscient, mais que ce dernier est plus limité que l'autre. Pour créer des représentations, le psychisme déploie une activité en partie consciente, en partie inconsciente. Les représentations peuvent ou non devenir conscientes. Il n'en convient donc pas de parler d'une scission dans le conscient, mais bien d'une dissociation du psychisme. Inversement, ces représentations subconscientes ne sauraient être influencées par la pensée consciente, ni modifiées par elle. Il s'agit dans bien des cas d'incidents ayant, depuis leur survenue, été privés de leur contenu, ou bien de craintes sans fondement, ou encore d'une frayeur que l'hilarité ou la joie d'avoir été sauvés a dissipé. Ces conséquences enlèvent au souvenir, en ce qui concerne la pensée consciente, toute affectivité, mais la pensée subconsciente qui provoque des manifestations somatiques reste intouchée.